BFM Business, le best-of du grand journal de l'écho. Anne-Laure Dartigues. Bonjour, bonne année 2022. On espère pour cette nouvelle année un peu moins de masques et de variants et un peu plus de santé et de joie. Ce week-end, on vous propose de revenir sur les moments forts du grand journal de l'écho. Pauline Tadevin était la présentatrice cette semaine. Parmi ses invités, Loïc Lallier, directeur marketing de Ferrero France. Il nous explique en quoi cette période est cruciale pour le fabricant de chocolat. C'est un peu moins de 25% de notre chiffre d'affaires annuel. Donc c'est effectivement une période très importante, mais c'est en même temps une période de fête extrêmement, je dirais, sympathique, puisqu'on a la chance d'être au cœur de chacun des foyers pendant cette période qui est si importante pour tout le monde. Donc non, c'est un moment aussi sympa, c'est un moment business un peu crucial, mais un moment sympa. Un quart du chiffre d'affaires de l'année, quand même, hein, je le disais, on en a tous croisé dans les rayons des supermarchés à la maison. Il y a forcément ces Ferrero Rocher que vous nous avez apportés là. Ça, c'est l'énorme succès du groupe. 140 millions de chiffres d'affaires annuels. C'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Et exactement. À Noël, ils sont partout. C'est une marque qui est vraiment qui est incontournable, qui est la première marque du marché, qui progresse tous les ans depuis maintenant plus de 20 ans. Donc c'est une marque véritablement qui a conquis le cœur des Français et qui est présente quasiment dans tous les foyers à Noël. Les Mon Chéri aussi, on en parlait hors antenne, on en souriait avec un petit débat sur les réseaux sociaux parce que le Mon Chéri c'est particulier. Oui. Mais lui qui représente quand même 50 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Oui, c'est une très belle marque en fait. Elle est un petit peu moins diffusée parce que c'est plus un cœur de fidèles, un cœur, je dirais, de consommateurs qui ont l'habitude de consommer ce type de produits, mais qui sont, je dirais, extrêmement conquis par cette recette qui est très particulière. Qui est la particularité de Ferrero, c'est d'avoir des recettes qui sont très spécifiques, qui sont, je dirais, avec des ingrédients de qualité et qui permettent de réussir à chaque fois une prouesse technologique. Arriver par exemple à Mon Chéri à faire ce chocolat croquant avec une cerise à l'intérieur et un cœur de liqueur sans qu'il y ait aucune fuite et avec un produit qui est d'une qualité constante du premier jour au dernier jour, c'est une prouesse technologique. Et des produits effectivement très, très identifiables. Oui. C'est ça aussi qui fait le succès d'une marque. Oui, c'est des produits qui ont à la fois, donc, comme je l'ai dit, une qualité des ingrédients qui est très importante, des recettes qui sont très particulières, et puis des grandes marques, des marques qui ont toujours été dans le quotidien des Français. On parlait tout à l'heure de la publicité historique de Mon Chéri, mais on pourrait parler des publicités historiques de Kinder Bueno, de Ferrero Rocher. Bref, ce sont des marques qui sont vraiment présentes, je dirais, dans le cœur des Français. Oui, parce que Ferrero, c'est tout ça, hein, comme vous le dites, c'est Kinder, c'est les Rochers. Oui, c'est Nutella. C'est Nutella, bien Exactement. sûr, dont on va parler. Ça s'est passé comment, les ventes, pour cette première partie, si j'ose dire, des fêtes de fin d'année Noël? C'est un rendez-vous. Alors, vous savez, c'est difficile de se prononcer aujourd'hui, puisqu'il reste entre 6 et 12% selon les années de cette dernière semaine qui est en cours, là, cette semaine entre Noël et le jour de l'an. Mais le début était plutôt, je dirais, de bon augure. Il y a eu un très bon démarrage avec des calendriers de l'Avent qui se sont très très bien vendus. Il y a une croissance de plus de 10% sur l'ensemble des calendriers de l'Avent pendant la période, donc c'est une très bonne performance. C'est souvent annonciateur d'un bon Noël. Et puis les derniers résultats nous donnaient plutôt des croissances plutôt positives sur le marché de Noël et plutôt un Ferrero qui gagne de la part de marché. Donc on est... Voilà, c'est pas encore terminé, il faut rester concentré jusqu'au bout, mais c'était plutôt de bon augure. Il y a un effet Covid, c'est-à-dire un effet, on a besoin de se faire plaisir, on a besoin de se rassurer avec les chocolats. Vous avez remarqué entre l'année dernière et cette année des ventes plus importantes peut-être que les années précédentes ou pas? Alors, il faut se remémorer de la situation de l'année dernière. À la même période l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais finalement, on était dans une situation de confinement qui était presque complète et les rayons non alimentaires ont été fermés quasiment jusqu'au 7 décembre. Donc, il y a eu un effet positif l'année dernière, très positif sur les produits Kinder. Pourquoi? Parce que les enfants, on pouvait leur faire plaisir quasiment qu'avec des chocolats pendant cette période. Donc, il y a eu un effet très positif. On est repassé sur l'historique en faisant une croissance, donc très positive. Mais effectivement, cette année, il y a beaucoup plus de partage informel, beaucoup plus de petits Noël, beaucoup plus de petites fêtes de famille, entre guillemets, et les gens étaient tellement contents de pouvoir refêter Noël à nouveau, donc il y a eu plutôt un effet positif sur les chocolats de Noël cette année, oui, effectivement. Et ils se sont offerts des chocolats. Vous le disiez, l'une des marques du groupe, c'est Nutella. Oui. J'ai appris il y a quelques mois, voilà, je ne le savais pas, que l'usine normande de Nutella, l'usine historique, c'est quoi? C'est 60 ans, oui, je crois, produisait exactement. 26% du Nutella mondial. C'est la plus grosse production de Nutella au monde, c'est en France, c'est exactement, ici. à Villers-Récal, en Normandie. On a la chance d'avoir la plus grosse usine du groupe de Nutella, et cette usine, elle produit aussi le Kinder Bueno vendu en France. Donc tous les Kinder Bueno, qui sont, je dirais, pour la plupart produits en France, sont distribués en France.
Il y a une vraie histoire entre Ferrero et la France, finalement. Oui, Ferrero, groupe italien. Clairement, on a cette, je dirais, cet ancrage local en France et en particulier en Normandie, puisque le siège est situé en Normandie, à côté de Rouen. On a une usine à côté de Rouen, on a pas mal d'entrepôts logistiques aussi dans cette zone. Donc c'est véritablement une histoire d'amour entre le confiseur italien et finalement la Normandie et la France. Bon, un petit mot quand même, hein. J'ai lu la réponse, mais je voudrais que vous me le disiez de vive voix. Il y a eu cette alerte là ces derniers jours. Est-ce qu'on va vers une pénurie de Nutella en France, Loïc Lallier? Parce qu'on nous explique effectivement que 70% des noisettes qui sont utilisées viennent de Turquie. Qu'il risquerait d'y avoir une pénurie de chocolat, de Nutella, oui ou non? Est-ce qu'il faut s'inquiéter, Loïc Lallier? C'est pas encore là, hein, dans les rayons des supermarchés, il y a encore des pots de Nutella, mais comment ça se passe? Comme je m'attendais un peu à cette question, je suis passé dans les entrepôts et dans l'usine. Non, je plaisante bien sûr, mais évidemment, non, il n'y a pas de problématique de pénurie. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on a des approvisionnements bien sûr en Turquie, mais pas seulement en Turquie. On a de la noisette qui vient d'Italie aussi, clairement, d'Alba, du berceau de l'entreprise. On a aussi un partenariat avec Unicoque en France, dans le Lot-et-Garonne, pour avoir une partie de notre production de noisettes qui est faite en France. Donc, on a des sources qui sont très diversifiées. Et puis, il faut savoir que l'année dernière avait été une année de surproduction pour la noisette. Donc on a un peu de stock. Exactement, on a un peu de stock. Maintenant, c'est quoi le problème avec les Turcs? Il n'y a pas de problème avec les Turcs. Tous les ans, il y a des aléas, comme toute agriculture, je dirais, de produits. Vous pouvez avoir une année de gel, ce qui nous est déjà arrivé. Vous pouvez avoir une sous-production. Vous pouvez avoir différentes choses qui font que on peut avoir un peu moins de noisettes. Mais il n'y a aucun problème. On ne manquera pas, je tiens à rassurer tout le monde, on ne manquera pas de Nutella dans les magasins. Bon, ça c'est fait. Le doute est ôté, est levé. En revanche, l'Italie réfléchit à augmenter sa production, justement pour devenir un peu plus maître et moins dépendante de la Turquie. Mais en fait, on n'a pas de... C'est quoi, c'est 20% en Italie à peu près? Oui, c'est à peu près ça, mais ce qui compte surtout, c'est d'avoir une source, effectivement, qui soit différenciée pour pouvoir, je dirais, survenir à tous les aléas qui puissent arriver. Vous voyez, ce type de crise peut arriver, il y en aura d'autres. Hein. On a eu, je l'ai répété, mais on a déjà eu pas mal d'aléas climatiques autour de la noisette, puisque c'est un produit comme les fruits, qui peut geler, par exemple. Et quand on a ce type de problématique, il faut trouver des approvisionnements, parce que le consommateur nous demande tous les ans beaucoup plus de Nutella, beaucoup plus de Ferrero Rocher, beaucoup plus de Kinder Bueno, qui font que on a besoin de noisettes, qui est le produit phare, finalement, et l'ingrédient clé des produits Ferrero. Vous parliez de diversification des sources. Vous, chez Ferrero, là, vous diversifiez les produits. On a vu apparaître ces derniers mois des glaces. Ferrero, on a vu apparaître des biscuits Ferrero, des tablettes de chocolat. Pourquoi vous diversifiez alors que vous avez des recettes justement qui marchent si bien? On a des recettes qui marchent très très bien, mais justement on veut exporter ce savoir-faire dans d'autres catégories. On a des produits gourmands qui plaisent aux consommateurs et donc clairement les proposer dans d'autres typologies, type les glaces, qui ont quand même été élus trophée de l'année de l'innovation par LSA cette année. J'ai vu ça. On a cette capacité, avec nos produits, avec notre savoir-faire, avec nos ingrédients, de réaliser des produits de très bonne qualité. Et donc qui plaisent aux consommateurs parce qu'elles sont portées par des grandes marques. Parce qu'il y a aussi une concurrence sur certains produits. On parlait du Nutella, il y a d'autres pâtes à tartiner qui émergent aussi. Il faut aussi se diversifier par rapport à cela peut-être. Mais c'est pas le sujet en fait. Le sujet, c'est d'essayer justement de fournir aux consommateurs l'opportunité d'avoir toutes nos marques sous différentes formes. Prenons l'exemple de Ferrero Rocher. Vous l'avez à Noël au travers de cette boîte de Rocher T30 que je vous ai amenée. Véritablement, on peut l'avoir en tablette et on l'aura véritablement dans quelques semaines dans tous les magasins. Des tablettes présentes pour pouvoir goûter ce produit-là au café à l'occasion, je dirais, d'une fin de repas. Et puis, on a aussi l'été des glaces qui vont permettre d'avoir le produit tout au long de l'année parce qu'il faut savoir que ce produit-là est arrêté durant l'été. Par exemple, Rocher est arrêté durant l'été pour une question de maintenir le niveau qualitatif de nos produits. On est très attaché à la qualité chez Ferrero et donc on arrête de vendre ces produits-là pendant l'été pour que la qualité soit toujours optimum pour nos consommateurs. Vous arrêtez la production des rochers, mais du coup, maintenant, vous vendez des glaces. Et effectivement, ces produits placés de gamme de nouveaux produits aux deux premières places d'un classement Nielsen. Exactement. On a les meilleures innovations. On a les meilleures innovations de l'année avec ces produits glaces, mais aussi avec Kinder Cereale, qui est un produit qui est produit dans les usines de Lacre, puisqu'on a un partenariat avec les usines de Lacre, qui sont à Nieppe, en France. Et donc, on produit Kinder Cereale, qui est un biscuit destiné au petit déjeuner et qui truste les premières places du classement des biscuits petit déjeuner depuis son arrivée. Donc on est très content et très satisfait de ces innovations.
C'était Loïc Lallier, directeur marketing de Ferrero France, avec Pauline Tadevin. Autre invité cette semaine, Éric Alouche, directeur exécutif du réseau ERA Immobilier et membre de la FNAIM. Il explique pourquoi, malgré la crise, le secteur immobilier est en pleine forme. On l'écoute. C'est un peu paradoxal dans cette période de Covid où effectivement on est tous un peu stressés par cette situation. On a la chance dans l'immobilier de vivre une période extrêmement positive puisqu'on frise les 1,2 million ventes dans l'ancien au cours des 12 derniers mois. Alors même si c'est un peu baissé depuis le mois d'août, puisque ça a légèrement baissé, on était à 1,2 million au mois d'août, un peu plus même. Aujourd'hui, on va terminer à 1,018 million vraisemblablement, mais ce qui est exceptionnel, effectivement, on n'avait jamais connu une période pareille. Alors il y a eu ça, il y a eu aussi la modification du DPE, qui a eu des conséquences assez importantes pour tout le monde et pas uniquement pour les gens qui font de la location, ceux qui font effectivement de la gestion immobilière, mais également pour les propriétaires puisque c'est un réel coût pour les gens. Et il y a une interdiction d'ailleurs qui est prévue de louer des logements dans quelques années pour les gens qui seraient en deçà d'un certain seuil. Oui, et on va en reparler bien entendu puisque ces thèmes de rénovation énergétique, ces thèmes de cohérence et de respecter les règles, finalement, seront au cœur de cette année 2022. Éric Alouche, cette crise, vous le disiez, ne touche pas franchement le secteur de l'immobilier. ERA Immobilier en profite. Près de 100 nouveaux franchisés chez ERA cette année, Éric Alouche. Exact. On est tout à fait content, on est satisfait. Le marché a pris 15% de plus au cours de l'année 2020. On a pris 25% de plus en volume. Donc c'est excellent, tout simplement parce que même s'il y a beaucoup de professionnels sur le terrain, effectivement, il faut aujourd'hui avoir un niveau de qualité qui est certain et pour faire la différence avec les autres professionnels. Et vous recrutez ? Et nous recrutons actuellement plus de 800 personnes pour travailler dans l'immobilier. Nous recrutons également des franchisés, des gens qui souhaitent se lancer dans l'immobilier, qui n'ont pas nécessairement de compétences dans ce domaine-là, mais qui ont des qualités humaines, des qualités personnelles, puisque ce qu'on recherche surtout, c'est un savoir-être. Le savoir-faire, nous l'avons, puisque nous sommes un réseau international d'origine américaine, créé en 1973. C'est une bonne nouvelle et il en faut en ce moment, Éric Alouche. Malgré la crise, donc une forte dynamique, une augmentation des transactions que vous venez de nous confirmer. La donne immobilière a changé avec la crise sanitaire, on vous l'a raconté ces derniers temps sur BFM Business. Et racontez-nous, comment vous le voyez ça, l'émergence de villes qui étaient jusque-là peu attractives finalement pour investir. Là, d'après une étude récente, la ville dans laquelle il faut investir, c'est Marseille l'an prochain. Alors c'est pas uniquement cette ville-là, je dirais. Il y a quasiment un phénomène sociologique qui se produit du fait de cette histoire de Covid, c'est que les gens, ils veulent de l'espace. Ils ont été confinés, ils ont souffert de cette période-là, et ils ont envie d'avoir de l'espace dans l'immobilier, ils ont envie de ne plus être bloqués, de ne plus être confinés. Donc ça se traduit comment ? Ça se traduit différemment suivant les endroits où vous êtes. Si vous êtes à Paris, évidemment, vous devez rester à Paris, c'est difficile, parce qu'on connaît le prix de l'immobilier qui est assez élevé, donc peut-être que vous aurez une pièce de plus, vous allez demander un balcon, peut-être une terrasse, et puis si vous avez la possibilité de sortir de Paris, soit parce que vous avez la possibilité de télétravailler ou que vous vous rapprochez un peu de la retraite, vous avez les possibilités d'aller un peu plus loin. En termes de transport, finalement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il n'y a pas une grande différence puisque c'est plus tellement en termes de distance qu'on raisonne, mais surtout en termes de temps. Ouais. Donc des fois, on met plus de temps d'aller d'une banlieue à une autre. Donc effectivement, ce phénomène-là, il se traduit par un intérêt vers les périphéries et même vers la province. Même vers la province, mais justement où il y a une qualité de vie que recherchent aujourd'hui les Français. Absolument. Alors une forte demande avec des prix qui montent très haut, puisque pour les maisons, on est en gros à 9% de plus, et dans certaines villes, on est à 15%, voire plus. Quelle ville la plus chère, Éric Alouche ? Alors il n'y a pas de ville la plus chère, ça dépend des cas. Vous savez, moi je me méfie toujours de ces raccourcis, mais il y a énormément de villes qui sont intéressantes. Vous avez Chartres, vous avez Orléans, vous avez Rennes, vous avez plein de villes, et essentiellement les villes qui sont effectivement dans la périphérie de la région parisienne, dans la grande périphérie de la région parisienne, c'est là où on voit les prix monter de manière très forte. Où il est intéressant d'investir. Exact, mais également Rennes, également Brest, également d'autres villes. Beaucoup de choses vont changer en 2022, comme à chaque début d'année, Éric Alouche, mais peut-être particulièrement pour cette année-là, dernière année pour le Pinel. On pourra aussi bientôt déposer une demande de permis en ligne. Et puis, le coup d'envoi de France Rénov', la loi climat et résilience qui oblige les propriétaires à rénover les passoires thermiques d'ici 25. Est-ce que 2022 est
l'année de la rénovation. On a commencé à l'évoquer tout à l'heure. Alors on en parle beaucoup, effectivement, c'est un vrai sujet parce que ça a des conséquences économiques assez élevées. Il faut savoir qu'il y a des interdictions de louer des logements qui vont arriver bientôt. S'il y a un certain nombre de classes, vous savez que dans les DPE, ça va de A à G. Donc A étant la classe supérieure et G la classe inférieure. Il y a une modification du DPE pour simplifier, je ne vais pas être trop long, mais pour simplifier ce DPE, on a créé une seule étiquette. Même s'il y a 2 catégories qui sont précisées sur cette étiquette, il n'y a qu'un seul lettrage qui est reconnu aujourd'hui. Donc si vous êtes dans les 2 dernières catégories, vous êtes ce qu'on appelle une passoire thermique. Dans les catégories G et F, vous êtes une passoire thermique avec des obligations de rénovation qui sont obligatoires, notamment si vous devez louer le logement. Alors on est, pour les G, ça concerne quand même 600 000 logements, on est à partir de 2025, ce sont des logements indécents. Indécents, ça veut dire que vous ne pouvez pas les louer. 2025, c'est quand même bientôt. Et quand on connaît le prix qu'il faut dépenser pour rénover ces logements, ça va en gros de 250 à 350 € du mètre carré. Donc vous voyez, ça représente des chiffres assez élevés. Et du coup, est-ce qu'on va, d'après vous, Éric Alouche, vers un boom des ventes ? Alors oui, il y a un risque, effectivement. De ces propriétaires qui diraient, je vends par rapport à ces frais. Les propriétaires, comme tout le monde, vont faire leurs calculs. Ils vont regarder combien ça leur coûte s'ils ne peuvent plus louer leur logement. Et peut-être que c'est plus intéressant de le vendre plutôt que de se retrouver obligé de faire des dépenses qui sont importantes. Vous misez là-dessus vous-même, chez ERA ? Alors, je pense, on ne mise pas là-dessus parce que ce serait miser sur quelque chose de négatif. Ce qu'on espère surtout, vous l'envisagez c'est que le gouvernement va prendre en compte ces réalités économiques et repousser peut-être ces délais ou aménager tout cela. Il y a aussi des choses qui sont arrivées comme ma prime rénov', des choses qui sont extrêmement positives et qui permettent d'accompagner cette évolution. Donc on compte énormément là-dessus et on compte sur le fait qu'il y ait une communication peut-être qui soit meilleure dans ce domaine-là dans l'année prochaine. Le grand journal de l'écho sur BFM Business. Voilà, Éric Alouche, directeur exécutif du réseau ERA Immobilier, était l'invité du grand journal de l'Écho. Cette semaine aussi, le gouvernement durcit le ton et impose le télétravail 3 jours par semaine pour les salariés qui le peuvent. Chez Mauboussin, ce sera 5 jours de télétravail par semaine. Écoutez ce que nous raconte Alain Neymar, PDG de Mauboussin. On a annoncé au personnel qu'à peu près 80% du personnel du siège va passer en télétravail à 5 jours. 5 jours de télétravail, vous allez encore plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, on va jusqu'au bout du chemin en disant vous avez toujours la possibilité de venir chercher un dossier au bureau. Le siège ne sera pas fermé. On maintiendra une permanence pour permettre aux gens de venir chercher les choses qu'ils ont pu laisser au bureau. Mais en fait, à quoi bon partager le temps ? Au fond, si on croit au télétravail, il faut y croire vraiment. Il faut que les gens s'habituent, il faut que les gens fassent avec, il faut qu'on fasse avec. Et puis, la crise est suffisamment grave pour qu'on fasse preuve de civisme. Au fond, on nous demande d'avoir une règle civique. Je pense que on ne peut pas avoir d'hésitation. On peut pas. D'abord parce que concrètement, on a passé la crise telle qu'on l'a passée, parce qu'on a eu des mesures qui nous ont permis de passer cette crise-là. On ne peut pas être un jour comptable des demandes qu'on nous fait et ne pas en même temps être comptable des aides qu'on nous a apportées. Ça, je crois qu'on ne peut pas faire. Alors, je parlais avec d'autres chefs d'entreprise qui disaient qu'en revanche, il y avait des salariés qui avaient besoin de venir travailler dans l'entreprise pour des histoires de relations sociales. Voilà, ça existe. Ça aussi, vous, ça pose pas de problème chez vous. Ils pourront venir s'ils veulent. Exactement. Le salarié qui nous dit moi, j'ai absolument besoin de passer 1 jour ou 2 jours. On ne lui permettra pas de passer plus que ça. Mais 1 jour ou 2 jours au bureau, la porte est complètement ouverte. On ne ferme pas la porte de l'entreprise. Ce sera flexible, d'accord. Ça s'adapter au cas finalement de chaque salarié. Bon, belle santé, le marché du mariage toujours aussi omniprésent chez vous. Avec Miss France, ça nous aide. La couronne de Miss France. La couronne de Miss France cette année, c'est Mauboussin qui a été choisi. Oui, c'est nous. Alors, on a eu belle consécration. C'est quoi les retombées justement de cette présence d'un tel événement ? On la voit, si vous nous regardez à la télévision, la couronne de Diane Lair, je crois, la nouvelle Miss France. En fait, c'est être choisi. C'est être choisi pour représenter l'excellence française, l'élégance française, l'amour en France. Et moi, je crois qu'on a besoin de rêver et que Miss France, c'est une partie du rêve français.
Donc, avoir été choisi, c'est un honneur, c'est un plaisir. Et puis, c'est aussi une fierté pour celui qui l'a créé. Quoi. Qui l'a créé, justement? C'était une personne, un designer, nous, vous. C'est notre bureau de création. Et combien de temps ça met pour créer une couronne? Racontez-nous un petit peu. Grosso modo, on va mettre à peu près 6 mois entre le moment où on a le début des premiers dessins et puis le moment où on va être capable de la remettre en main. Voilà, elle était faite de quoi, cette couronne? Qu'est-ce qui était si particulier pour ceux qui ne l'ont pas vue et qui nous écoutent à la radio? Racontez-la nous. Elle était faite de métal précieux, parce qu'elle était faite en argent, et dessus, elle était faite avec des diamants, des améthystes et des tourmalines. La couronne de Miss France, donc faite par Mauboussin. Il y a près de 20 ans, Lannémark, vous êtes directement adressée aux clientes en faisant le pari qu'elles viendraient de plus en plus acheter leurs bijoux elles-mêmes. Pari réussi, puisqu'on est encore là pour en parler ce soir. Vous avez rendu votre joaillerie accessible, ce qui a permis aux jeunes aussi d'investir de plus en plus dans les bijoux. On voit que le secteur du luxe drague de plus en plus aujourd'hui les jeunes. Les jeunes, c'est la cible pour tout le secteur du luxe. Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir raison avant tout le monde à Lannémark? Je ne crois pas que c'est ça qui est important. Moi, je crois qu'en fait, j'avais la particularité d'être à cheval sur 2 siècles. Moi, je suis né au milieu du siècle précédent. J'avais assisté à l'entrée des filles, par exemple, en classe préparatoire, parce que je suis rentré en classe préparatoire la première année où les filles étaient acceptées pour faire HEC, non plus HEC-JF. C'est mes copines d'école que j'ai vu évoluer, et en fait, je n'imaginais pas, il y a 20 ans, qu'elles acceptent que leurs compagnons ou leurs maris choisissent à leur place les tenues qu'elles allaient porter. Et je disais, c'est quand même très particulier que pour tout, elles souhaitent se choisir elles-mêmes leur tenue, se les faire offrir, certes peut-être, mais en tous les cas les choisir, et pour que les bijoux, ça soit autrement. Donc en fait, la haute joaillerie, c'était quand même un métier de trophée. Eh bien en fait, il était très important que la femme ait envie de récupérer la paternité ou la maternité, en tout état de cause, de ce choix de parure de joaillerie. Et je crois que 20 ans après, elles l'ont fait. Ouais, c'est vrai que je parlais tout à l'heure de vos publicités. On a vu récemment d'autres marques de joaillerie, Tiffany notamment, qui met Beyoncé en une, etc. Voilà, c'est les jeunes qu'on va chercher. Vos publicités aussi, s'adressent en partie à ces jeunes-là. C'est dans l'air du temps, tout à fait. Oui, enfin, nos pubs, elles s'adressent aux femmes. C'est-à-dire que je crois que la transversalité, pour moi, est un élément clé de l'évolution du monde. La transversalité en termes d'âge, la transversalité en termes sociaux. Moi, je ne crois pas, en fait, au clivage. Je crois que l'excellence, l'élégance, la création, en fait, elle est transversale des âges. Et il n'y a aucune espèce de raison de centrer plutôt sur une tranche d'âge que sur une autre. C'est quoi vos ambitions pour cette nouvelle année à Lannémark? Vous avez, ça s'est fait, parce qu'on parle des ambitions de tous les secteurs, on parle pas mal de production française, ça s'est fait il y a quelques années, vous avez rapatrié toute votre production en Europe. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est très important aussi dans l'identité, vous l'avez évoqué, de votre marque. C'est quoi ce qui va vous définir en 2022? C'est quoi votre souhait? Oui, allez, c'est l'époque des souhaits. C'est quoi votre souhait à Lannémark? Aujourd'hui, on fabrique la joaillerie en France, en Italie, en Espagne. Il y a des projets encore plus en Italie, pardon, je vous coupe, mais je lisais que vous aviez envie d'aller encore un petit peu plus loin là-bas. En fait, on a aujourd'hui du mal. On a du mal à trouver des capacités de production supplémentaires en France. Il faut se dire que cette année, on a vendu à peu près 110 000 pièces de joaillerie. On avait vendu 85 000 l'année d'avant. Donc, imaginons qu'on en ait 10 ou 15 000 à faire en plus. C'est pas évident qu'on puisse trouver en France des capacités de production complémentaires sur cette année. Donc moi, je suis preneur de toute idée pour accroître ces capacités en France. Autrement, je fabriquerai en Italie ou je fabriquerai en Espagne, où là, en fait, il y a des capacités de production qu'on peut utiliser et qui fabriquent des bijoux d'extrême qualité. Le grand journal de l'écho sur BFM Business. Alain Némar, PDG de Mauboussin, au micro de Pauline Tadevin. Et puis, belle surprise sous le sapin cette année, il n'y a finalement pas de pénurie de jouets. Les explications de Christophe Drevet, directeur général de la Fédération française des industries du jouet.
début septembre, il y a eu ces informations tout à fait tangibles sur le dérèglement du commerce maritime, du transport maritime. Et on a commencé à penser que ça allait affecter tous les secteurs d'activité qui vendaient beaucoup en fin d'année, dont le jouet. Et comme le jouet a une valeur symbolique tellement importante, je pense qu'on a beaucoup cristallisé sur ce secteur-là à ce moment. Et parce qu'on n'a pas le droit de se louper. Voilà, c'est ça. Il faut savoir que le mois de décembre représente 1/3 des ventes de l'année. Donc il ne faut pas se rater sur le mois de décembre. Après, c'est une industrie qui, par habitude, produit très très en amont parce qu'il y a beaucoup d'importations. Donc les commandes se passent 6 mois, 9 mois, quelquefois même 1 an sur les composants électroniques. Donc ça veut dire que toutes les entreprises fabricants, mais aussi les distributeurs, ont travaillé, ont cherché des solutions de secours, ont fait de leur mieux, ont travaillé dur sur ces mois d'été et de septembre pour que les approvisionnements soient les plus nombreux. Par exemple ? Si c'était possible, mais c'est surtout c'était la course. Alors à Noël, c'est la course aux jouets. Pour les fabricants, c'était la course aux containers. Trouver des solutions alternatives, payer quelquefois plus cher, voire beaucoup plus cher le coût du transport pour pouvoir avoir la marchandise en temps et en heure. Et ça a été le cas. Il y a aussi eu plus d'anticipation de la part du consommateur ou pas ? Ou ça aussi, c'est un petit peu une histoire finalement, on a acheté comme les années précédentes ? Non, alors on n'a pas encore les chiffres à fin décembre. Ce qu'on a observé quand même, c'est qu'il y a eu une certaine anticipation sur le mois de novembre qui a été exceptionnelle. En même temps, on compare ce mois de novembre 2021 au mois de novembre 2020 où une partie des magasins de jouets étaient fermés, on s'en rappelle. Donc ça a cet effet. On pense que sans doute que les consommateurs ont été à la fois sensibles à cet environnement, peut-être risque de pénurie, même si on ne l'a pas entretenu, mais il y a peut-être eu ça. Et puis également, se dire qu'avec cette crise sanitaire, on ne sait pas très très bien ce qui va se passer. On le voit actuellement, un jour après jour, on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc sans doute plus de précautions dans les achats. Vous arrivez déjà à identifier le jouet star de cette il n'y a pas eu le jouet star qui a dépassé tout le monde d'une tête ou de 2 têtes. Il y a eu la licence star qui était Pokémon pour les 25 ans, c'était déjà en germe depuis le début de l'année, ça n'a fait que se confirmer pendant toute cette saison. Après, ce qui était intéressant, c'est que il y a plusieurs tendances qui se sont affirmées sur ce Noël. Progression sur les jeux de société, progression à plus 20% sur les jeux de société, progression sur ce qu'on appelle, on pourra y revenir, sur ce qu'on appelle les jouets kidultes, pour un nouveau type de consommateurs qui sont les jeunes adultes, voire les adultes déjà bien mûrs. Le grand journal de l'écho sur BFM Business. Christophe Drevet, directeur général de la Fédération française des industries du jouet avec Pauline Tadevin. C'est la fin de ce best-of. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve lundi à 18h pour le premier grand journal de l'écho de 2022. Bon week-end et à bientôt. Le grand journal de l'écho sur BFM Business.